Je parcours le monde à la recherche d'animaux rares et mortels. Je suis herpétologue. Je suis passionné par les animaux et accro à l'adrénaline. Quand les laboratoires de recherche ont besoin d'échantillons biologiques provenant d'animaux sauvages, ils font appel à moi. Donald Schultz. Regarde-moi ça! Attention! Je me trouve au large du Belize, dans un hélicoptère, à la recherche d'un endroit où atterrir. On dirait qu'il y a un gros banc de poissons là-bas. C'est pas une blague, c'est mon métier. Ma mission ici, au Belize, il tombe! Allez! Et de capturer les animaux en voie d'extinction du pays, c'est un parfait petit carré. Et de prélever des échantillons de sang qui pourraient aider à sauver leur espèce. Je vais prélever la quantité de sang dont j'ai besoin. Je vais être face à des animaux mortels, au cœur d'une nature sauvage, pleine de dangers inattendus. Regardez-moi ces crochets. Bienvenue dans mon univers. Le Belize est un tout petit pays d'Amérique centrale, situé juste au nord de l'équateur. Même s'il est plus petit qu'une région française, il possède une grande variété d'habitats tels que des forêts, de la savane, des marécages et la deuxième plus grande barrière de corail au monde. Mon équipe me retrouve au sol. La chute libre est mon moyen préféré de percevoir la topographie d'un pays. Mais aujourd'hui, les cordes de mon parachute se sont emmêlées à l'ouverture. J'ai réussi à les démêler, mais ma chute est trop rapide. Si je touchais le sol à cette vitesse, ça me tuerait. Je dois donc me diriger vers l'eau. Oui, le voilà, le voilà! Ce n'est pas comme ça que j'avais prévu de commencer ma mission. Cette chute dans l'eau à 110 km/h m'a donné l'impression d'atterrir sur du béton. Mon dos et mon cou me font un mal de chien, mais je dois repartir, car j'ai beaucoup de travail. Le Belize abrite plus de 1000 espèces animales, dont la plupart sont florissantes de santé grâce au climat équatorial. Mais le braconnage intense menace de disparition quelques espèces uniques au pays. Mon but est de prélever des échantillons de sang destinés à la recherche pour déterminer à quelles menaces naturelles font face ces populations fragiles. Toute cette forêt est très humide. Regardez-moi ça. Il y a un énorme uropige là-dedans. Viens là, petit bonhomme. Regardez. Ces bestioles font partie de la même famille que les scorpions et les araignées. À l'avant, on voit les organes qui leur permettent de sentir et de toucher. À une période, c'était des scorpions, car ils avaient une queue. Mais ils ne s'en servaient pas beaucoup. Au fur et à mesure de leur évolution, ils ont perdu leur queue et leur venin. Aujourd'hui, ce sont des prédateurs qui utilisent ces sortes de pinces pour attraper leur proie. Je vais le laisser partir. Le premier animal que je recherche peut être entendu à près de 5 km à la ronde. Les singes hurleurs, vous avez entendu? C'en était un. Et il y a un serpent à sonnette. Il est dans ce buisson. Viens le filmer avant que je le bouge. Je veux montrer à quel point le serpent se camoufle bien. Oh, il y a une ruche là-dedans. C'est un double danger. Si vous regardez par terre, vous verrez que le camouflage est absolument impeccable. C'est super cool.
C'est un crotale des tropiques. C'est probablement l'espèce de serpent à sonnette que je crains le plus. Ils se déchaînent quand on essaie de les attraper, donc il va sûrement se débattre comme un diable. C'est le serpent qui me fait le plus peur, car il est agressif de nature. S'il me mord, mes poumons cesseront de fonctionner en quelques heures. On utilise le venin d'espèces similaires de crotale pour en faire des anticoagulants. Comme le venin de ce serpent est encore plus puissant, je veux en prendre un échantillon à envoyer au labo. Ils bougent à la vitesse de l'éclair et sont en général très précis dans leurs attaques. Vous entendez ces sonnettes très particulières? C'est un système de défense très impressionnant. Ces serpents n'ont même pas besoin de cracher du venin pour faire fuir les prédateurs. Ce sont les serpents les plus avancés en termes d'évolution. Ils ont des sonnettes pour se défendre et peuvent se mettre à la verticale et paraître plus grands, presque comme un cobra. Ils sont vivipares. Ils peuvent s'adapter à des climats très froids. Ils ont des fossettes thermosensibles et des crochets articulés à l'avant. C'est la quintessence de l'évolution des serpents. Leur venin est extrêmement toxique, notamment celui des crotales des tropiques. Ce spécimen est une pure merveille. Je dois prélever du venin et du sang de ce serpent. Il risque de pleuvoir d'une minute à l'autre. Il faut que je m'occupe de ce serpent le plus vite possible. Cette espèce produit un venin très intéressant, qui est complexe et a différentes facettes. C'est très important pour la recherche. Il faut donc que je prélève du venin et de l'ADN de ce bonhomme. Allez, viens là, petit. Voilà. Les gens n'aiment pas se pencher sur les crotales des tropiques, car ils sont explosifs et très puissants. Ce serpent veut vraiment ma peau. Regardez-moi ces crochets. Ça, c'est mortel. La première chose à faire, c'est de prélever des échantillons de venin. Regardez comme je tremble. C'est probablement un des serpents que je crains le plus. Devon, viens là et appuie sur ses glandes. Non, un peu plus à gauche. Voilà, appuie ici. Le moindre faux mouvement peut être fatal. Retire ta main. On a déjà vu des cas de crotale des tropiques se brisant le cou pour essayer d'échapper à des prélèvements. Pas de venin. Les serpents venimeux ne produisent pas de venin tout le temps. Les saisons, l'hydratation et la santé influent sur le volume et la qualité. Je ne sais pas ce qui provoque cela chez ce serpent, mais dans un tiers des cas de morsure de serpent à sonnette, il n'y a pas de venin. Ça y est, il pleut. Je ne vais pas réussir à extraire de venin, mais au moins je peux prélever du sang, ce qui est aussi extrêmement important. En plus, c'est un gros mâle. Si son ADN se révèle assez différent des sous-espèces vivant dans d'autres endroits, on saura qu'il faut revenir ici et collecter des échantillons de venin afin de les faire analyser pour la recherche pharmaceutique. Quand on travaille dans la brousse, on ne contrôle plus grand-chose. C'est pour cela que ces échantillons sont très importants. Non seulement ces zones sont difficiles d'accès, mais ces animaux le sont aussi. Et même quand on arrive à les attraper, on a parfois du mal à faire des prélèvements. Je n'ai pas réussi à extraire de venin de ce serpent, mais au moins j'ai pu prélever du sang, ce qui est très important. Il pleut des cordes, c'est n'importe quoi. Maintenant je vais le relâcher, ce qui va être compliqué, parce que ces crotales attaquent très vite. Je vais donc le jeter doucement comme ça. Ça lui fera pas de mal et au moins je ne risque rien. Ces serpents attaquent tellement vite que si je posais simplement sa tête au sol, il me mordrait la main plus vite que je n'arriverais à la retirer. J'ai un prélèvement de sang. Je n'ai pas eu de venin, mais ceci est d'une importance capitale. Voilà le sang. Je tremble encore, c'était intense. Je me trouve en Amérique centrale, dans les forêts tropicales du Belize. La pluie complique mon travail, mais dans les forêts tropicales, le temps change en un clin d'œil. Apparemment, je m'approche d'un groupe de singes hurleurs. Ils sont grands et musclés, et comme la viande est chère au Belize, le braconnage a décimé certaines populations qui sont maintenant en voie d'extinction. Je voudrais faire un prélèvement de sang pour que des chercheurs puissent vérifier si ces populations fragiles ne sont pas atteintes de maladies. Les singes hurleurs sont les plus grands primates d'Amérique centrale. Et ce sont les mammifères les plus bruyants.
Les singes hurleurs sont les animaux terrestres les plus bruyants au monde. Ils vivent au sommet des arbres. Pour les en faire descendre, il faut leur tirer dessus avec une seringue sédative. Le problème, c'est que les singes hurleurs sont braconnés dans cette région. Ils sont donc très sensibles au bruit des fusils. Il y en a un juste là, regardez. Ils ont peut-être l'air dociles, mais ces singes sont rapides, puissants et très agressifs, notamment quand ils sont en groupe. Ils pourraient me sauter dessus et m'arracher le visage en une fraction de seconde. Je vais tenter de les observer, puis je vais estimer la distance qui nous sépare et ajuster la pression. Il y en a un juste là. J'ai touché la branche. J'y étais presque, mais je l'ai pas eu. Heureusement, le groupe ne va pas trop loin. L'idée, c'est d'attraper un grand mâle, car les grands animaux sont plus faciles à manipuler. Recule un peu, je vais voir si je peux tirer. Oui! J'ai touché le singe, la flèche était plantée dans son bras. C'est parfait. On va étendre un filet. Comme ça, quand il tombera, on pourra le rattraper. Le sédatif va mettre quelques minutes à agir. L'équivalent de 5 étages nous sépare. On doit donc se préparer à rattraper un singe de 9 kilos, faisant une chute de 15 mètres. Le sédatif commence à faire effet. Il est accroché à la branche par une jambe et par la queue. Il va donc tomber d'une minute à l'autre. Mais s'il se balance... Ouf! Il a lâché les deux bras et il se laisse pendre par la queue. Les singes hurleurs peuvent dormir accrochés aux arbres grâce à leur queue préhensile très puissante. Ils pourraient donc rester comme ça pendant des heures. Il tombe, il tombe! Attrapez-le! C'était génial. Coucou, petit singe. Ne faites pas de bruit. Il est complètement assommé. Tout va bien, petit singe, ça va aller. Ça va aller. En réalité, ce sont des singes hurleurs du Guatemala, même si on se trouve au Belize. Je veux juste vérifier qu'il va bien et qu'il n'a pas d'autres blessures. On y va tranquillement. Je veux m'assurer que tout va bien là où il a reçu la flèche et que l'os est intact. Les sédatifs ont complètement assommé ce petit singe, mais à part ça, il va très bien. Salut toi. Je veille toujours à protéger les animaux que j'attrape, et c'est notamment le cas ici. Regardez-moi ces mains. Voilà pourquoi j'aime autant les singes. Ils ressemblent vraiment à des êtres humains. Ils ont des petits ongles et ont même des empreintes digitales. Ce qui est frappant aussi chez ce singe, c'est son visage presque humain. Regardez la taille de ses dents. Elles sont assez abîmées. C'est donc probablement un mâle assez âgé. L'avantage de nos sédatifs, c'est qu'ils rendent partiellement amnésiques. Il ne se souviendra donc de rien, ce qui est parfait. Leur effet va commencer à se dissiper, on doit travailler très vite. Tout d'abord, je veux prélever un peu de sang. Tout va bien, calme-toi. Vous pensez peut-être que les singes sont mignons et câlins, mais ce n'est pas du tout le cas. Un ami vétérinaire s'est fait arracher un morceau de la lèvre par un petit singe de 2 kilos. Celui-ci fait 4 fois cette taille. Je vais prélever un peu de sang pour voir s'il n'est pas porteur de maladie, mais je dois faire vite. Bon, il se réveille. Allez, petit singe. Comme au Belize, les singes hurleurs du Guatemala sont en voie d'extinction à cause du braconnage. Il est essentiel que les survivants soient en bonne santé. Si les analyses de sang révèlent que le singe est porteur d'un virus potentiellement mortel, les scientifiques pourront chercher une solution avant que l'espèce ne soit complètement décimée. Je suis en train de lui faire une prise de sang. Je vais essayer de prélever la quantité dont j'ai besoin. Teresa, tu peux le tenir ici?
Les singes et les êtres humains ont beaucoup de maladies communes. Il faut donc tout stériliser après cette opération, et on devra bien se laver, car on peut attraper des maladies des singes, et les singes peuvent en contracter des humains. Au fur et à mesure que le singe reprend ses esprits, on voit qu'il observe de plus en plus ce qui se passe. C'est un grand mâle dominant. Il a visiblement vécu une belle vie. Oh, il se réveille. Je vais voir s'il y a des broussailles par là-bas pour le mettre dedans. Comme ça, il pourra partir à son propre rythme, plutôt que d'essayer de grimper à un arbre à toute vitesse et risquer de se blesser. Je vais le poser délicatement et le laisser partir, tandis qu'on recule sans faire de bruit. Il est dans les broussailles. Il ne faut pas lui faire peur. Il faut juste qu'il se calme tranquillement. Ce petit singe ira très bien. J'espère que mes prélèvements aideront les scientifiques à préserver les hurlements des singes dans ces forêts pendant très longtemps. Viens par là. Il y a un animal juste devant moi. C'est un mâle adulte. Dès que j'aurai bougé mes doigts, vous comprendrez pourquoi. Les mâles adultes ont un fanon rouge vif qui grandit comme chez les cobras. Mais au lieu de s'en servir pour se défendre, ils les utilisent pour se reproduire. Je n'ai pas réussi à prélever d'échantillons sur ce petit bonhomme, donc je vais le remettre dans l'arbre. C'est un petit animal super cool. Je me dirige vers une réserve protégée sur la barrière de corail du Belize, qui est le deuxième plus grand récif au monde. D'après les scientifiques, seuls 10% des animaux vivants dans cette barrière auraient été découverts. Je suis à Old Chan Marine Reserve. Les endroits comme celui-ci sont d'une importance capitale. Hors de ces réserves, il n'y a quasiment plus aucun gros poisson, et les lois sont peu appliquées. N'importe quel poisson peut donc être pêché jusqu'à extinction de l'espèce. Pour voir de quoi il en ressort, jetons-nous à l'eau. C'est une zone peu profonde. Je vais donc observer les fonds avec un masque et un tuba. Puis je reviendrai chercher mes outils de prélèvement. L'eau regorge de nourriture et de lumière. C'est l'habitat idéal pour un animal local en voie de disparition, la pastenague américaine. Certains pêcheurs commerciaux ont commencé à braconner des raies et à les vendre en tant que requins pour la soupe aux ailerons de requin, un mets très prisé dans certaines régions du monde. Certaines populations de raies sont donc en train de dégringoler dans le monde entier. Je vais prélever un échantillon d'ADN pour le transmettre à une base de données qui servira à identifier la provenance de la chair présente dans les bols de soupe aux ailerons de requin. À terme, ça devrait aider les autorités à pister et à éviter le braconnage. La mort du naturaliste Steve Irwin a montré à quel point les raies peuvent être dangereuses. Elles sont extrêmement rapides et le piquant sur leur queue peut arrêter un cœur humain en une fraction de seconde. Les requins dormeurs sont également pris pour cible par les braconniers pour la soupe d'ailerons de requin. Ils sont plus difficiles à manipuler, mais je vais tenter d'en attraper un pour effectuer un prélèvement d'ADN. Il n'est pas énorme, mais il pourrait facilement m'arracher la main. C'est l'animal idéal pour mes prélèvements. Regardez-moi ces dents. Elles peuvent casser la coquille des crustacés et permettre aux requins de racler les fonds marins. Calme-toi, mon petit gars. Je vais prélever un échantillon de cet aileron dorsal. Pour ça, je prends un couteau bien aiguisé, je coupe un petit morceau et je le mets dans de l'éthanol. Même si mon couteau est extrêmement bien aiguisé, j'ai du mal à faire mon prélèvement, car leur peau est vraiment très épaisse. Ça suffit, c'est tout ce qu'il me faut. Ça ne fait pas du tout mal au requin. Je vais mettre mon prélèvement dans un endroit sûr. Il faut que je remette le requin dans l'eau très rapidement. Je vais donc attendre avant d'analyser mon prélèvement. J'ai vraiment eu beaucoup de chance en attrapant ce requin. On ne l'a pas blessé, on n'a pas utilisé de crochet. Mais maintenant, il faut le laisser partir. Il y a toujours un banc de pastenagues en dessous de nous. Je vais donc prendre mon kit de prélèvement et essayer de prendre un échantillon d'ADN d'une de ces raies.
J'ai pris une perche à laquelle j'ai rajouté un cylindre pointu au bout. Cela me permettra de prélever un morceau de peau sans blesser la raie ni me mettre en danger. J'ai mon échantillon et la pastenague poursuit son chemin. J'ai touché la pastenague exactement là où il le fallait. Voilà mon prélèvement. Ce morceau de chair me suffit pour déterminer la constitution génétique de la pastenague. Avec cela, on peut séquencer l'ADN. Grâce à cela, on pourra déterminer non seulement l'espèce, mais aussi la provenance du poisson, si jamais ces pastenagues se retrouvaient dans le commerce d'ailerons de requins. Les pêcheurs ont tellement de mal à trouver des requins que les pastenagues se retrouvent dans le commerce d'ailerons. Cette situation ne pourra pas durer, car les pastenagues se reproduisent très lentement et mettent beaucoup de temps avant d'atteindre l'âge adulte. Je prends ce tube, il contient de l'éthanol, et j'y mets le prélèvement. Et voilà. Cet échantillon est important, car en cas de braconnage de pastenagues, on pourra facilement les retrouver si leur ADN apparaît dans le commerce d'ailerons. Il suffira de faire un prélèvement d'ADN et de consulter la base de données. J'analyserai le prélèvement du requin dormeur de la même façon. L'éthanol empêchera ces échantillons de s'abîmer avec la chaleur. Non seulement cette réserve protège les raies et les requins, mais elle préserve aussi tous les animaux marins. Cet échantillon permettra de perpétuer ce travail de sauvegarde essentiel à ces espèces. Je me dirige vers le sud, près de la frontière guatémaltèque, pour effectuer des prélèvements sur un autre animal mortel en voie d'extinction. Les crocodiles du Belize ont été décimés par le braconnage. Des habitants de la région ont repéré un crocodile dans une zone très prisée des braconniers. Je suis ici avec Vince Rose, un expert en crocodile, pour capturer l'animal, faire un prélèvement et l'emmener dans une réserve naturelle. Notre objectif du jour est de déployer ces filets et d'attraper un crocodile qui se trouve dans cette zone. Beaucoup de personnes passent par ici, donc il y a un gros risque de braconnage. Cet endroit me semble parfait. D'ailleurs, il y a assez de place pour travailler ici. À cause du braconnage, les crocodiles de la région sont nerveux et se déplacent surtout la nuit. On va donc tendre un piège pour tenter de l'attraper cette nuit. Cette cage fonctionne comment, Vince? Lorsque le crocodile attrape le poulet dans la cage, il libère le crochet qui se trouve au-dessus de la grille, qui se ferme automatiquement. Je pense qu'on a fait assez de bruit. Finissons l'installation et partons d'ici. Bonne idée. On viendra jeter un œil au piège demain matin. En attendant, je vais partir à la recherche de quelques animaux venimeux parmi les centaines que le Belize abrite. Il fait très chaud ici. Si on boit de l'eau, on la transpire illico. C'est vraiment dur. Les chercheurs ont découvert des propriétés dans certains venins qui aident à soigner le cancer, la maladie d'Alzheimer et le diabète chez les humains. Il y a des parasites partout. Très peu de recherches ont été effectuées sur les animaux venimeux de cette région. Si j'en trouve un prélèvement pourrait un jour sauver des vies. En Afrique du Sud ou aux États-Unis, il y a des saisons et une séparation claire entre l'été et l'hiver. Il y a donc des périodes où on peut trouver des animaux et d'autres où ils hibernent. Mais dans les tropiques, on passe de la saison sèche à la saison des pluies. Donc on peut trouver ces animaux quasiment toute l'année. Le tout est de savoir où les trouver. Durant la saison sèche, ils sont généralement près de l'eau. Mais pendant la saison des pluies, comme maintenant, ils sont éparpillés un peu partout. Viens voir par ici. Si vous regardez au bord de ce trou, on voit une petite tarentule. Regardez, elle est juste là. Le venin des araignées du Belize est rarement analysé. Ce petit spécimen est donc parfait pour effectuer un prélèvement. C'est une bonne nouvelle pour le labo, mais une mauvaise nouvelle pour moi. Je n'aime pas les araignées. Si un animal passait par là, cette tarentule lui sauterait dessus en un clin d'œil. Elles attaquent très vite. Ce sont des maîtres en matière d'embuscade. Comme ça. Prélever du venin de serpent est facile pour moi. Mais les araignées sont beaucoup plus petites et bougent différemment. Ça va donc être compliqué. J'ai parlé à plusieurs chercheurs spécialisés en venin qui travaillent sur des araignées et qui savent exactement comment effectuer ces prélèvements. Devon, tu peux me passer le sac à dos? Comme il y a très peu de recherches sur ces araignées, je ne sais pas à quoi pourrait servir leur venin.
Mais grâce à leur pouvoir anesthésiant, il est utilisé à très faible dose comme antidouleur chez les humains. Je ne sais pas exactement de quelle espèce de tarentule il s'agit, et les araignées ne sont pas mon fort. Donc si je me faisais mordre par celle-ci, d'une, ça me mettrait un grand coup au moral, car je n'aime vraiment pas les araignées, et de deux, comme on ignore quel effet a son venin, ça pourrait être un problème. Même si elle a l'air assez calme, cette araignée se déplace très rapidement. Ce sac va me permettre de la capturer, mais il ne me protégera pas de ses crochets, qui peuvent transpercer le plastique. Voici une bombe de CO2. On l'utilise pour transformer les boissons plates en boissons gazeuses. Je vais percer un petit trou dans ce sac et y injecter du CO2, ce qui va assommer l'araignée. Si vous regardez l'araignée, vous verrez qu'elle n'arrive plus à se redresser. C'est exactement ce que je voulais. On dirait qu'elle est morte, mais elle ne l'est pas. Je veux juste m'assurer qu'elle est totalement anesthésiée avant de la sortir du sac. Il vaut mieux ne pas être près d'une tarentule au moment où elle se réveille. Mon sac à dos à énergie solaire produit une faible charge de 12 volts, ce qui est parfait pour envoyer une petite décharge dans les glandes à venin des araignées. Comme elles ont un exosquelette, on ne peut pas presser les glandes comme on le ferait sur un serpent. Évidemment, il ne faut pas utiliser un voltage ou un ampérage trop élevé sur l'araignée, parce que c'est un petit animal fragile. Ces créatures ont de gros crochets et mordent très rapidement. De plus, il est difficile de savoir combien de temps durera l'anesthésie. Dès qu'elle sera à l'air libre, les effets du CO2 commenceront à se dissiper. Je dois donc agir très vite. Si je la prends et que je la retourne, on peut voir ces énormes crochets. Il faut que je mette le tube de prélèvement en place. Devon, tu peux envoyer la décharge? Envoie doucement la décharge sur le dos de l'araignée. Il y a une toute petite goutte de venin qui sort des crochets. On la voit à peine. Le problème, c'est que l'araignée est en train de se réveiller. La vache. Ça me trouille. La vache! C'est la dernière petite goutte que je réussirai à faire sortir de l'araignée. Le prélèvement est là. Il est tellement petit qu'on arrive à peine à le voir. Mais c'est plutôt pas mal pour une araignée. Honnêtement, je préférerais faire un prélèvement sur un mamba noir que sur une autre araignée. C'était très pénible. Elle est en train de se réveiller. Je vais m'assurer qu'elle se remette de tout ça avec le moins de stress possible. Le prélèvement que j'ai fait permettra de révéler à quel point les tarentules sont venimeuses et de voir quel type de venin possède cette bête. Une fois aux États-Unis, on ira voir un expert en araignées et on cherchera de quelle espèce il s'agit exactement. Puis on comparera le venin aux aspects connus de cette espèce de tarentule. Le travail avec les araignées est passionnant, mais je préfère largement avoir affaire aux reptiles. Cela fait presque 24 heures qu'on a installé le piège. On espère donc que le crocodile aura mordu à l'hameçon. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas, mais attraper un crocodile peut prendre des jours. J'espère juste que les braconniers n'arriveront pas avant nous. La meilleure chose à faire avec un piège à crocodile, c'est de le laisser en place pendant un moment. Et au lieu d'attendre que quelque chose se passe, il vaut mieux longer les rives pour voir si on peut trouver des iguanes. On les trouve souvent près de l'eau. Ils ne sont pas méfiants. Ils n'ont pas l'habitude qu'on les approche depuis la rivière. Tiens, un serpent! Il y a un boa posé sur une branche. Je l'ai attrapé par la queue. Mais ces bestioles mordent et ont de grandes dents. Il était au bord de l'eau, ce qui est typique des boas. Ils attendent que des oiseaux volent près d'eux et les attrapent au passage. Écoutez, sa gueule est grande ouverte. Je ne veux pas qu'il tombe sur le bateau. Mais je ne veux pas le lâcher non plus. Oh la vache, c'est tendu. Les boas sont aussi une cible des braconniers. Mais ils peuvent mettre bas 60 petits à la fois. Ils ne sont donc pas en voie de disparition.
Je ne résiste pas à l'envie d'y jeter un œil, même si je n'ai pas besoin de prélèvement. Ce boa constrictor se promène dans le coin. Regardez comme sa peau est foncée. Il est très chaud. Il se prélassait sous le soleil matinal. Visiblement, il est venu ici pour essayer de trouver de la nourriture. Ces serpents n'ont pas de venin, mais ils ont de grandes dents qu'ils utilisent surtout pour chasser des oiseaux et des mammifères. Ces dents sont faites pour attraper des oiseaux. Vous pouvez voir à quel point elles sont grandes. Elles sont vraiment grandes. Ces dents sont faites pour transpercer de la chair, du pelage ou des plumes. Une fois que le boa s'est accroché à sa proie avec ses grandes dents, il s'enroule autour d'elle et la serre jusqu'à l'étouffer. C'est la particularité du boa constrictor. Je vais le remettre dans l'arbre. Parfois, quand ils ont peur, les boas plongent dans l'eau. Je ne veux pas le mettre directement dans l'eau car il y a des crocodiles. Mais s'il veut y aller, je n'en empêcherai pas. Je vais donc le remettre là-haut. Ces serpents sont vraiment à l'aise dans les arbres, c'est dingue. Et voilà. Regardez-le partir. Je vais y aller. Comme les crocodiles qu'on recherche sortent en général la nuit, je reviendrai voir le piège demain matin. Je retourne sur la barrière de corail du Belize, où je vais retrouver Linda Searle, qui s'occupe de la conservation d'une espèce qui n'a quasiment pas évolué depuis l'ère des dinosaures, mais qui est aujourd'hui menacée d'extinction, la tortue de mer. Toutes les tortues marines sont menacées d'extinction à cause du braconnage, de la destruction de leur habitat et d'autres problèmes. Ce travail est donc essentiel. J'ai vraiment hâte d'aller dans l'eau et de voir ces animaux. La chasse aux tortues de mer est interdite au Belize depuis 2002. Il y a toujours du braconnage, mais la menace principale vient de la pollution de l'environnement. Mon but est de faire une biopsie pour que les chercheurs vérifient le niveau de toxines présent dans l'eau. Je vais implanter une puce dans une tortue de mer afin de suivre ses déplacements à tout moment. On a une équipe de 5 personnes dans l'eau. Plongée libre pour tout le monde. Tandis que l'équipe de Linda explore les bas-fonds, je plonge dans des eaux plus profondes pour maximiser nos chances. Les tortues de mer se nourrissent d'éponges attachées à ces bancs de corail incroyables. Je suis donc au bon endroit. Avant, ces eaux grouillaient de tortues de mer. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je repère enfin un jeune carré. Ces tortues sont peut-être lentes sur la terre ferme, mais avec ses nageoires puissantes, ce carré peut facilement me distancer dans l'eau. C'est bon, on en a une! L'équipe de Linda a attrapé une tortue de mer dans les hauts fonds. Regardez ce qu'ils ont trouvé! C'est un petit carré. Après une journée de recherche, on a enfin trouvé ce jeune carré. Quand on travaille sur des tortues hors de l'eau, il faut s'assurer que leurs yeux restent bien hydratés. Il faut donc régulièrement verser de l'eau salée sur leur tête et leur nuque. Si vous regardez bien cette espèce de tortue, vous verrez qu'elle ressemble beaucoup à un oiseau de proie. Leurs mâchoires sont très puissantes. Les carrés pourraient vous arracher un doigt. La première chose à faire, c'est de prendre un outil de biopsie. Ce prélèvement révélera le niveau de mercure et d'autres toxines présents dans l'eau. On peut voir une petite entaille sur la tortue. Là-dedans, il y a le prélèvement. La dernière chose qu'on va faire à cette tortue, c'est lui implanter une petite puce. C'est le même genre de puce qu'on utilise pour les chiens et les chats. On les utilise beaucoup pour pister les animaux sauvages, car elles sont très efficaces et peu coûteuses. Dès que quelqu'un attrape une tortue, il peut trouver le code barre associé à l'animal, ce qui permet d'obtenir toutes les informations nécessaires. Tout va bien, tout va bien. La puce fait la taille d'un grain de riz. Cela suffit pour avoir toutes les données nécessaires sur ses déplacements. Et voilà. Maintenant, la tortue a un code barre. Maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, il ne nous reste plus qu'à relâcher ce petit carré. Je lui mets le derrière dans l'eau et dès qu'il prend une grande inspiration, je le lâche et il plonge d'un coup. Je me trouve dans les mangroves du Belize, en Amérique centrale.
Il me reste une seule mission à accomplir. Attraper un crocodile en voie d'extinction. Le nombre de crocodiles dans cette région a chuté de plus de 90% ces 40 dernières années, notamment à cause du braconnage. Ce matin, l'expert en crocodile Vince Rose va venir vérifier le piège avec moi. Le piège est en place depuis à peu près 3 jours. C'est la durée moyenne nécessaire pour attraper un crocodile. L'aube est le moment idéal pour vérifier si le piège a fonctionné. Parce que les crocodiles sont surtout actifs pendant la nuit. C'est donc le moment idéal pour attraper un crocodile. On dirait que le piège a marché. Il y a un crocodile dans le piège. Cet animal est peut-être dans un filet, mais il pourrait tout de même me briser les os avec sa mâchoire. Oh la vache! Si on le déplace, c'est pour son bien. Ce n'est vraiment pas passé loin. Mais ça, il ne le sait pas. Il est très énervé. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Il faut être rapide et prudent pour notre bien, mais aussi pour celui du crocodile. Ce qu'il ne faut surtout pas faire avec ces animaux, c'est se dire qu'ils sont calmes. Car en fait, ils reprennent des forces avant la prochaine bataille. Ce n'est pas un gros crocodile, il n'a peut-être pas l'air mortel, et ce n'est certainement pas le plus gros crocodile que j'ai eu à maîtriser. Mais les crocodiles les plus dangereux ne sont pas ceux dont on se méfie le plus. Ce sont eux qui peuvent vous avoir, et celui-ci a failli avoir ma peau. Tu me compliques la vie. Allez. Quand on est face à un crocodile, il faut rester vigilant. Leurs mâchoires sont tellement puissantes que même s'ils mordent un objet métallique, ils peuvent y faire des dégâts. Regardez. Voilà la principale différence entre les crocodiles et les alligators. Quand leur gueule est fermée, leurs dents dépassent en haut et en bas. Ce qui n'est pas le cas chez les alligators. Ici, ce sont ses dents du bas. Regardez comme elles se logent dans ses narines. Leur oreille externe peut s'ouvrir et se refermer. Et ils ont une paupière nictitante qui est transparente et qu'ils utilisent comme lunettes quand ils sont sous l'eau. Quand ils sont tendus comme cela, ça veut dire qu'ils sont à 2 doigts d'exploser. Ça va aller, ça va aller. Tout le monde sait que les mâchoires des crocodiles sont plus puissantes à la fermeture qu'à l'ouverture. Il suffit donc de leur scotcher la gueule, ça vous évite de vous faire mordre. Ensuite, on leur lie les membres. Cela peut sembler inhumain et pas très cool pour le crocodile, mais en réalité, c'est comme ça qu'ils nagent. Quand ils sont dans l'eau, ils nagent toujours avec les pattes en arrière. Donc c'est pas stressant pour lui. Si on l'attache, c'est pour qu'il ne court pas partout dans le bateau. Car si on se retrouve avec un crocodile en liberté sur un bateau et au milieu d'une rivière, on peut avoir des problèmes. C'est bon. Comme ça, il n'ira pas très loin. Pour éviter que ses yeux collent, je vais lui attacher ça sur la tête. Quand on enlève le chatterton, tout part d'un coup. Enfin, on l'espère. Voyons si je peux le soulever. C'est un bon gros crocodile. Nous allons l'emmener dans une réserve où je pourrai effectuer mon prélèvement en toute sécurité. Après cela, il sera libéré dans un endroit où il n'y a pas de braconniers. Les crocodiles ont un système immunitaire incroyable. Certaines hypothèses avancent que leur sang pourrait aider la recherche sur les maladies immunodéficitaires comme le VIH ou le sida. Comme beaucoup d'espèces de crocodiles sont en danger à cause du braconnage, il est de plus en plus difficile d'effectuer des prélèvements sur plusieurs espèces. Il est encore bien vif. Je vais prélever du sang de ce crocodile, ce qui est assez simple. On voyage avec beaucoup de matériel. Écoutez, il est encore assez énervé. Dans notre attirail, on n'a pas toujours ce qu'il faut pour prélever du sang sur un spécimen aussi gros que celui-là. Pour lui, il me faudra une grosse aiguille. Ce que je vais donc faire... Ouh la vache! Il est très agressif. Parfois, quand vous coupez les griffes de votre chien, vous y allez un peu trop court et il saigne un peu. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais lui couper une griffe et je vais laisser le sang couler dans un tube. C'est exactement comme si on lui prélevait du sang directement dans une veine, mais au moins, je n'ai pas à percer sa peau très dure pour trouver une veine. Ce tube de prélèvement contient un anticoagulant que vous pouvez voir au fond. Ça permet d'empêcher le sang de coaguler. À l'aide d'un couteau très aiguisé, je vais couper la griffe jusqu'au sang. Ça ne lui fait pas mal. Ensuite, j'occlue l'orteil.
Récemment, des recherches ont été faites sur les globules blancs des crocodiles, car ceux-ci ont un système immunitaire incroyable. Les scientifiques cherchent comment ça pourrait aider à soigner des maladies comme le VIH ou le sida. Plus on prélève de sang de différentes espèces, plus on aura de chance. Vous voyez, j'en ai une bonne quantité. Ce crocodile va rester dans la réserve de Vince pendant un certain moment et sera ensuite relâché dans une zone inhabitée. Pour le relâcher, on refait le processus de capture en sens inverse. On commence par retirer le chatterton de son dos. Il est très énervé. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est lui retirer le chatterton qui lui retient les mâchoires. Il ne faut jamais libérer un crocodile en lui laissant des morceaux de ruban ou de cordage. Je le fais avancer. On a sauvé ce crocodile du braconnage. Ses prélèvements seront analysés et pourraient un jour aider à protéger son espèce, de même que la nôtre. J'ai vécu une expérience incroyable au Belize. J'ai été dans le feu de l'action dès le départ. Le fait de travailler avec certains survivants d'espèces incroyables en voie d'extinction était un vrai défi. C'est un parfait petit carré. Les analyses du sang du singe hurleur n'ont révélé aucune maladie. Voilà pourquoi j'aime autant les singes. Ils ressemblent vraiment à des êtres humains. Les prélèvements de la pastenague et du requin ont intégré une base de données qui sert à appliquer des lois anti-braconnage. Regardez-moi ces dents. L'araignée s'est avérée être de l'espèce Cytaracanthus mehermani. Je l'attrape. Une espèce récemment décrite. Le problème, c'est qu'elle est en train de se réveiller. Son venin est actuellement analysé dans un laboratoire pharmaceutique suisse. Le crocodile est toujours en sécurité dans la réserve. Il est utilisé pour montrer l'importance de la protection des animaux aux écoles de la région. Le Belize regorge d'animaux magnifiques. J'espère que notre travail permettra de préserver cette diversité pour les générations à venir. Salut toi. Pour aider à protéger les animaux, tout ce qu'il faut, c'est de la volonté et du dévouement. Je m'appelle Donald Schultz, et ce n'est pas une blague, c'est mon métier.